va parler de la Chine. Alors, ça ne vous étonnera pas quand on voit ce qui se passe depuis maintenant, on peut dire plusieurs mois. Hein. On a beaucoup parlé de la Chine, il y avait la préparation du congrès. Il y a eu d'abord l'affaire de Taïwan. Bon, oui, je sais s'il y en a eu une très grosse propagande sur la Taïwan. Après, on a eu le congrès. Hein. Tout le monde nous a parlé de la préparation du congrès, puis du congrès lui-même. Xi Jinping est réélu au Congrès triomphalement, il impose ses hommes, enfin on dit victoire totale. Et puis juste derrière, il est obligé de faire une marche arrière spectaculaire sur le Covid par rapport à sa propre philosophie. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Oui, alors ce qui caractérise le régime chinois, c'est clairement une autocratie, mais une autocratie avec une particularité, c'est-à-dire qu'en principe, il y a des palpeurs dans la société qui font remonter énormément d'informations. C'est-à-dire que c'est quelque chose, une autorité qui part du haut, mais qui prend toujours soin de vérifier que, à la base, la perception est toujours correcte. Alors on voit Xi Jinping, c'est l'autocrate épouvantable et tout ça. Mais en réalité, et quand vous parlez avec les Chinois, il y a plein d'autres choses. Par exemple, je me souviens quand il a été élu la première fois, hein, quand il a été élu, il avait dit on va retrouver la moralité, la pensée traditionnelle de la Chine. Et les Chinois ont dit ah ben ça y est, on revient à la vieille Chine. Il joue sur tous ces caractères en définitive traditionnels du pays. Absolument. Alors, l'une des caractéristiques de l'élocution de Xi Jinping en particulier, c'est qu'il utilise énormément de ce qu'on appelle, nous, en français, des proverbes chinois. Ce ne sont pas des proverbes chinois nécessairement, mais c'est des expressions en 4 caractères qui sonnent dans la tradition chinoise comme quelque chose qu'on a toujours entendu. Les grands-parents, les parents utilisaient ces images, et donc il y a une continuité avec la tradition. Néanmoins, quand vous ouvrez un discours de Xi Jinping, bien sûr, il y a des caractères et il y a des proverbes, mais il y a aussi, chaque phrase a une référence au marxisme. Il y a quand même cette confrontation entre deux mondes qui est exacerbée. À la fois l'exacerbation de cette inscription dans la tradition et l'exacerbation aussi d'une inscription dans une tradition marxiste. Et même léniniste, on peut dire, dans la vision du parti, des mouvements de résistance ou de révolte ou de protestation, il y en a tout le temps en Chine, il y en a des milliers chaque année. Simplement, on n'en parle pas parce que ça va être dans une usine où il y a un problème de salaire, de sécurité des opérations de cette usine, et donc ça arrive tout le temps. Ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que, bien sûr, dans toute la Chine, ces mouvements ont été vus. À l'étranger, ils ont été vus, donc c'est très difficile pour le pouvoir chinois de nier que ces choses-là aient pu avoir lieu. Il y a eu ce mouvement extrêmement fort quand même, des bouts de papier blanc qui disent nous sommes censurés, voilà la seule chose que nous pouvons dire et faire, qui a eu pour conséquence qu'on renvoie les étudiants dans leur famille pour ne pas que effectivement ce mouvement dégénère comme celui de 89. Ce qui est certain, c'est que même s'il y a des mouvements de protestation très souvent, on a passé un cap cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on est entré dans un autre monde. On est entré dans un monde où, comme autrefois dans l'Union soviétique, le monde extérieur sait qu'il y a pas forcément ce qu'on pourrait appeler une dissidence, parce qu'il n'y a rien de comparable à ce qu'était la dissidence à l'époque soviétique. Mais en tout cas, il y a des voix qui ne sont pas unanimes et il y a une sorte d'autonomie de la pensée dont on avait fini par croire qu'elle avait disparu de la Chine, que c'était le meilleur des mondes, que tout le monde pensait pareil. Ben non, jamais les Chinois n'ont pensé pareil. La Chine, si on reprend depuis Deng Xiaoping et les bons successifs après Deng Xiaoping, la Chine s'est développée en jouant sur l'exportation, et puis, après un certain temps, et comme ça avait été d'ailleurs imaginé, elle a dit maintenant il faut développer le marché intérieur. Maintenant que nous avons des gens qui gagnent mieux leur vie, maintenant que nous avons des capacités industrielles, on va développer le marché intérieur. Or là, on voit bien qu'avec cette histoire du Covid, non seulement ils ont pénalisé l'extérieur, mais ils ont aussi pénalisé le marché intérieur, de manière très grave. Or, on ne s'en rend pas compte, mais le marché intérieur est énorme pour la Chine. C'est fondamental. Oui, alors il y a un mot officiel pour qualifier ça, c'est ce qu'on appelait la double circulation depuis à peu près 3 ans. C'est un des slogans économiques qui a été mis en exergue pour dire effectivement le moteur de notre croissance, ça n'est plus l'exportation, c'est ce que nous allons faire chez nous. C'est ça. Double circulation, ça veut dire on fait circuler des importations et des exportations, mais ce que nous produisons chez nous peut être consommé chez nous, et ça c'est la circulation intérieure. Simplement, ce qu'on constate, mais bien avant le Covid, c'est que s'il y a un marché de consommateurs qui s'est effectivement accru de façon considérable,
les grandes villes, et en particulier, et dans toutes ces villes de la première catégorie, comme on les appelle, vous avez des niveaux de vie qui sont totalement comparables au niveau de vie qu'on a dans les pays occidentaux. Absolument. Il n'y a pas de différence. Si on qualifie les pourcentages d'une population, si on prend les 5% les plus riches, ils sont d'abord beaucoup plus nombreux que chez nous, parce que la masse de la population chinoise elle est forcément beaucoup plus nombreuse, mais ils ont des niveaux de richesse qui sont tout à fait comparables. Et il faut aller très bas dans les pourcentages de population pour trouver effectivement de la pauvreté. C'est le grand slogan du régime. On a sorti des centaines de millions, 600 millions de personnes de la pauvreté. Ceci étant dit, la traduction de cet enrichissement dans la consommation, même avant le Covid, n'était pas là. C'est-à-dire que pour passer d'un modèle exportateur à un modèle consommateur, avec l'extrême que représentent les États-Unis, il faudrait que la croissance de la consommation soit un multiple de la croissance des exportations. Les exportations croissent toujours. Les exportations, jusqu'à ces derniers mois, continuaient de croître de 2 à 3%, 5%. Et même si la consommation croissait de 10%, ça ne suffisait pas pour rééquilibrer les moteurs de la croissance. On avait toujours un pays dont la richesse essentielle était créée par les exportations. Et le commerce international, il y a une multitude de joueurs, et pendant une époque, on a pu se dire c'est toujours la Chine qui gagne. Parce que quand elle signe son entrée dans l'OMC en 2001, son entrée de tous les secteurs de l'économie chinoise en 2006, elle ouvre une période d'accumulation de richesses au niveau de l'État, d'accumulation de réserves au niveau de la Banque centrale, qui ne peut même pas être arrêtée par les restrictions commerciales que les Américains ont essayé de poser au moment de Trump. Ça continue. C'est-à-dire que les excédents n'ont jamais été aussi forts qu'au moment de Trump. Et ils n'ont jamais été aussi forts qu'au moment où ce RCEP entre en vigueur comme une couverture contre une possible fermeture. Donc elle pourrait gagner sur tous les tableaux, y compris si on lui coupe les routes de l'Occident. Et là, effectivement, cette route. Et moi, je le dis souvent à mes interlocuteurs chinois, on sera d'autant plus enclin à travailler avec vous que, comme n'importe quelle nation civilisée dans le monde, vous reconnaissez vos faiblesses aussi. Comment est-ce que l'Europe s'est faite ? Elle s'est faite parce que les pays européens, les uns vis-à-vis des autres, ont reconnu les faiblesses et les complémentarités qu'ils pouvaient avoir. Aujourd'hui, la Chine n'insiste pas du tout sur les complémentarités qu'elle peut avoir avec le reste du monde. Et c'est ce qui la rend relativement inamicale. Est-ce qu'on est ou pas dans un scénario où l'importance stratégique de Taïwan disparaîtrait ou serait diluée ou pas ? On n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse parce que vous avez à la fois une importance stratégique de Taïwan du point de vue économique, et il y a une étude qui vient de sortir d'un institut qui s'appelle Rhodium, qui mesure en termes globaux l'impact d'une attaque contre Taïwan, une simple attaque, c'est-à-dire l'arrêt de l'économie pendant quelques temps. Les répercussions globales seraient absolument colossales. De plusieurs points de pourcentage de croissance dans le monde, et le monde croît à moins de 3% actuellement. Donc ça peut être effectivement très, très violent. Mais il y a aussi une autre importance stratégique de Taïwan, qui est sa position sur la carte. C'est-à-dire que Taïwan, c'est un des éléments de ce qu'on appelle le premier rideau d'île. Et si vous franchissez ce premier rideau d'île, vous avez naturellement accès à ce dont la Chine rêve, c'est-à-dire les eaux bleues, les eaux profondes, tout ce qui est capacité effectivement de faire partir des sous-marins dans des abysses où on ne peut pas aller tant qu'on est dans le premier cercle d'île. Dans le plateau continental, on ne peut pas. On l'avait expliqué, on avait fait une émission là-dessus. Et puis ce qu'on appelle, c'est parfois difficile à se représenter sur une carte, le Pacifique de l'Ouest par rapport au Pacifique de l'Est, c'est-à-dire qu'il y a une moitié du Pacifique que la vision chinoise a tendance à revendiquer. Il n'y a pas de raison que la projection américaine aille jusqu'à cette Asie orientale. Mais bon, il n'y a pas que Taïwan dans l'affaire, il y a aussi la Corée, il y a aussi le Japon, et il y a encore des troupes américaines à Okinawa, il y a des troupes américaines en Corée. Est-ce que Taïwan est moins bien positionné dans cette importance stratégique que la Corée ou le Japon ? De notre côté, c'est un maillon. Et si ce maillon saute, les autres maillons sautent aussi. Mais je découvrais dans un journal il y a quelques jours que quand les Américains, avec la construction des fameuses usines, vont mettre 4 milliards de dollars pour les semi-conducteurs, de l'autre côté, les Chinois sont à 14 milliards de dollars pour rattraper leur retard. Donc qu'est-ce qu'on peut en penser ? Selon l'expérience des 30 à 40 dernières années,
malgré la capacité chinoise à toujours réaliser dans un temps plus court ce que les autres ont rattrapé dans un temps plus long, ce qu'on appelle le rattrapage technologique. Ça se modélise très facilement dans beaucoup de produits industriels, où on voit que le niveau de compétence est atteint par la Chine plus vite, très souvent avec l'aide des Occidentaux, que ça s'est passé dans d'autres pays. Même en utilisant cette modélisation, il y a un butoir en matière de semi-conducteurs qui est, pour simplifier, pour schématiser, le taux de défaut. C'est-à-dire qu'à Taïwan, pour arriver à la qualité qui permette aux produits taïwanais d'être homologués, d'être utilisés et de monter systématiquement en gamme pour atteindre les niveaux qu'on a aujourd'hui, et ça se matérialise par la finesse le nano, là, la capacité effectivement à en faire beaucoup plus avec moins de produits en quelque sorte. Ça demande un taux de défaut extrêmement faible, de l'ordre du centième de pourcentage ou du dixième de pourcentage. Taïwan y est arrivé progressivement il y a 15-20 ans, après des années d'efforts. Les investissements chinois sont des investissements chinois. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont des impasses. On a beaucoup d'exemples d'investissements chinois qui ne débouchent pas sur ce qu'ils devaient donner finalement. Et quoi qu'il arrive, il faut des années d'expérience pour valider le fait qu'on a un taux de défaut qui est tout à fait acceptable. C'est-à-dire un taux de défaut extrêmement faible et que lorsqu'on va mettre en place une puce dans un dispositif, elle va fonctionner, ou en tout cas quand on la vérifiera avant de la mettre dans le dispositif, elle sera validée. Donc là, le butoir, il est indéniable. Et ça, il faut du temps. Tout le monde a pu découvrir ces derniers mois que les tensions entre les États-Unis et la Chine ont fait que les États-Unis s'intéressent de plus en plus à cette zone dans laquelle nous avons des intérêts tout à fait importants, puisque, comme chacun le sait, nous avons beaucoup d'îles et de territoires qui font partie de la France, qui sont dans cette région du monde et qui nous impliquent, donc, qui nous poussent à nous impliquer. La zone Indo-Pacifique a une caractéristique intéressante, c'est la seule zone du monde dans laquelle sont physiquement représentés et sont partie prenante géographique les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Les Britanniques en océan Indien, puisque Diego Garcia, qui a beau être une base américaine, appartient à la couronne britannique. La France, évidemment, on en a parlé, entre la Réunion, les îles Éparses, un certain Mayotte, et d'un côté océan Indien, mais aussi non seulement la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, mais Clipperton, Matthew Hunter, etc. Les États-Unis et la Chine sont riverains, de même que la Russie au nord, du côté de Vladivostok. Et donc c'est un champ d'affrontement potentiel déjà pour ce qu'on appelle le P5. Donc on est sur un point de tension entre Donc on est sur un point de tension. La mer de Chine méridionale, c'est un problème international. Ça, c'est sûr. Et donc nous sommes aussi concernés, à la fois comme puissance riveraine du Pacifique, mais également comme puissance commerciale, et puis au nom des principes de liberté de navigation. La mer c'est res nullius, ça n'appartient à personne. Premier ressort, la Chine a besoin d'aller vers l'extérieur. Elle représente 20% de la population mondiale, elle a 10% des terres arables. Et donc on voit tout de suite qu'elle a besoin d'avoir à la fois des matières alimentaires, d'où l'achat, y compris jusque dans l'Allier, de terres agricoles, mais aussi en Amérique du Sud. Et elle a besoin de transport maritime. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on se met à Pékin et qu'on regarde le monde depuis Pékin, on fait une carte centrée sur Pékin, la Chine, elle se sent enclavée. Enclavée d'un côté par l'Himalaya, d'où les affaires du Népal, et puis ensuite la Russie, la Mongolie, enclavée de l'autre par la fermeture que constituent les chapelets d'îles autour de ce qu'on appelle la mer de Chine méridionale. Vous avez Corée, Japon, et puis ensuite vous avez toute la série, Philippines, etc. Et ça descend jusqu'à l'Indonésie. Et donc, ils se sentent enfermés, ils estiment qu'ils ont besoin, puisque pour aller au grand large, il faut qu'ils passent par des détroits qu'ils ne contrôlent pas. Ce qui explique d'ailleurs une partie à la fois du développement de la marine chinoise et du passage de la marine chinoise d'une marine côtière jusqu'aux années 2000 à une marine très océanique maintenant. Je rappelle que la marine chinoise construit tous les 2 ans l'équivalent de la marine française. Après, il y a des tas
des tas de prétextes, des prétextes pseudo-historiques. La Chine dit que la mer de Chine méridionale lui appartient depuis des siècles. D'ailleurs, les cartes faites par les jésuites français à la fin du XVIIIe le prouvent. Mais on peut lui opposer qu'avec les mêmes cartes, Taïwan n'appartenait pas à la Chine au même XVIIIe siècle. Donc quand elle dit que Taïwan est un morceau de... On peut retourner à la totalité des arguments. La présence chinoise en Polynésie française, elle est très très ancienne, elle date de la fin du XIXe siècle. Donc, je me souviens très bien, dans les années 70-80, il y avait encore une maison du Kuomintang en plein cœur de Papeete, qui était une espèce de temple. Il y avait une maison du Kuomintang. Donc l'influence chinoise, il y a eu toujours une diaspora chinoise. Très important. Qui évidemment, dans tous les États du Pacifique, les Chinois ont toujours été des commerçants, et donc on les retrouve absolument partout. Évidemment, ils ont été très travaillés, si j'ose dire, par les services chinois, avec l'expansion et la montée en puissance de la Chine continentale. Ce qui fait que on retrouve des relais de la politique de Pékin, bon gré mal gré, sans y faire le moindre complotisme, sans y voir le moindre complotisme, on en retrouve absolument partout. C'est la même chose d'ailleurs également en Nouvelle-Calédonie. Et c'est là où on voit que la présence française, aussi bien dans l'océan Indien que dans le Pacifique, elle a toujours été vue d'un très mauvais œil par tous les pays d'origine anglo-saxonne. Je rappelle que l'Australie a été découverte par les Français. Mais à chaque fois qu'il a fallu faire quelque chose, au dernier moment, les anglo-saxons, américains inclus, ont dit aux Français, dites donc, vous ne pourriez pas faire quelque chose. Pendant longtemps, les Australiens ont soutenu les mouvements indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. Au dernier référendum, il ne fallait surtout pas que ça devienne indépendantiste, tellement ils avaient peur des Chinois. Comment est-ce qu'on s'extrait de cette dépendance à la Chine, puisque la Chine joue au jeu de Go. Elle nous encercle progressivement. Elle nous encercle en produisant des terres rares par elle-même, et puis après elle remonte la chaîne de valeur, elle nous vend moins de terres rares parce qu'elle va vendre des aimants de terres rares, les aimants de néodyme fer-bore, qui sont absolument stratégiques pour la transition énergétique. Et puis in fine, elle va vendre la voiture. Et puis on va lui acheter non pas le métal à 2 € le kilo, mais la voiture qui vaut des dizaines de milliers d'euros. Donc elle nous enferre comme ça dans cette stratégie de remontée de la chaîne de valeur, qui fait que, bah oui, aujourd'hui on voit des voitures BYD, de la marque chinoise BYD, arriver sur le territoire européen. Comment est-ce qu'on s'extrait de cette dépendance-là, sinon en allant multiplier les accords miniers avec des pays outre que la Chine, et c'est là qu'en fait nous sommes complètement en retard. Le temps minier c'est long, une mine de terre rare c'est 10, 15, 20 ans, donc il faut du temps, voilà, et puis pendant ce temps la Chine avance. Et la Chine, elle a des terres rares sur son territoire, elle les extrait pour elle-même, elle en paye un coût écologique certain, que moi j'ai constaté sur le terrain, notamment en Mongolie intérieure, et puis à un moment elle dit, moi aussi je vais exporter ma pollution. Et donc je vais aller chercher des terres rares en Birmanie. Et c'est ainsi qu'une partie substantielle de la production de terres rares dans le monde aujourd'hui est assurée dans le nord de la Birmanie. Et en fait, ce sont des opérateurs chinois qui aident à extraire la ressource, notamment des terres rares lourdes, et qui, cette terre rare ensuite, est transférée brute en Chine pour être raffinée. Et donc la Chine, en fait, étend son emprise sur le marché mondial des terres rares au-delà même de son territoire et va prendre position un peu partout, notamment donc en Birmanie, mais aussi en Afrique. Et donc, effectivement, tous les efforts, notamment conduits par l'Union européenne, pour aller sécuriser des approvisionnements alternatifs à ceux de la Chine, parce que je rappelle que la Chine, c'est 60% de la production de terres rares et 80% de la production plus du raffinage, eh bien ces efforts, aujourd'hui, sont vains. Lorsque Trump ordonne des limites à l'exportation vers la Chine de microprocesseurs américains. Et dans les jours qui suivent, ou les semaines qui suivent, Xi Jinping va visiter une usine de raffinage de terres rares dans la région du Jiangxi, au sud de la Chine, et il ne dit rien. Et en fait, c'est le Global Times qui prend la plume, donc le journal en anglais, écrit en anglais, que les Occidentaux lisent pour comprendre les intentions du Parti communiste chinois, et qui en fait écrit en gros, si vous continuez vos histoires des microprocesseurs, nous on sait sur quel bouton appuyer, et vous avez besoin des terres rares. Ça ne s'est pas produit, pourquoi ? Parce que c'est une confrontation, enfin ça engendre une confrontation majeure. Et je pense que quand la Chine a fait cet embargo 2011, elle a commis une erreur parce qu'elle a tout d'un coup fait prendre conscience à l'Occident qu'il avait cette elle a montré trop vite ses bras et ses muscles. Et donc en fait, l'intelligence chinoise est justement dans la nuance et ne pas apparaître dans la lumière pour d'ailleurs suivre les commandements et les conseils de Deng Xiaoping qui ne sont pas forcément suivis aujourd'hui par son successeur. Mais donc en fait, la Chine a intérêt, à mon avis, à ne pas forcément
bloquer les exportations de façon nette en créant une crise, mais de remonter progressivement la chaîne de valeur et de faire ce qu'elle fait très bien jusque maintenant, c'est de nous vendre le produit fini. Quand vous voyez les éoliennes dont tout le monde fait la promotion aujourd'hui en disant c'est formidable, ce que tout le monde oublie de dire, c'est que les éoliennes, ce sont les Chinois qui les produisent. Les aimants pour les éoliennes offshore, c'est vraiment les éoliennes offshore, c'est effectivement les Chinois qui les produisent, puisque les Chinois, c'est aujourd'hui, je crois, 80-90% de la production mondiale d'aimants. Donc voilà, la Chine remonte la chaîne de valeur. La valeur ajoutée du minerai reste entre les mains de la Chine, mais ça vaut aussi pour les batteries de voitures électriques. La Chine, c'est 60%, 70% de la production mondiale de batteries de voitures électriques, qui est quand même l'un des composants principaux de la voiture, mais c'est également, je crois, 60% de la production mondiale de panneaux solaires, puisque la Chine a le silicium métal, elle le produit elle-même, et bien du coup elle remonte également la chaîne de valeur. Donc on voit effectivement ces emplois verts, partir en Chine. Et la transition énergétique, Alain Juillet, elle est très schumpeterienne, c'est de la destruction créatrice. On détruit les emplois de l'âge thermo-industriel, et puis on crée des emplois dans l'âge post-thermo-industriel. Mais le problème, c'est que les emplois partent. Le risque, c'est que les emplois qui sont détruits en Europe ne soient pas recréés en Europe. Ils partent vers l'Asie, notamment la Corée du Sud et la Chine, qui ont des capacités de fabrication de gigafactories très importantes. Qu'est-ce que nous dit la Chine, au fond? Elle nous dit, cette transition énergétique, on l'a vu venir, on a su l'organiser, on a un appareil d'État chapeauté par une idéologie qui nous permet cette vision de long terme pour le plus grand profit de l'État chinois et du peuple chinois. Et vous, avec vos démocraties, vous n'êtes pas capable de ça. Et donc derrière cette compétition pour les métaux, il y a une confrontation des modèles. Et donc en fait, c'est démocratie contre autoritarisme qui sera le mieux placé pour gagner la bataille du climat, donc la bataille des métaux. Et la Chine est en train de nous dire, mais en fait, c'est autre chose que la démocratie. Je suis le mieux à même d'accélérer vers les énergies vertes, de prévoir le bonheur de mon peuple et son enrichissement tout en respectant le climat à 25 ans. Et au fond, c'est mon modèle qui fonctionne le mieux. Et voilà, donc il y a vraiment ce consensus de Washington est aujourd'hui remis en cause par ce qu'on appelle le consensus de Pékin derrière toute cette affaire. Merci. Merci pour votre invitation. Eh bien, effectivement, encore une émission avec un sujet, des analyses et des échanges rares, si vous permettez de finir là-dessus. Vous êtes bien évidemment toujours très nombreux à réagir à nos émissions et on vous en remercie. Et pour continuer à avoir ce lieu d'échange assez exceptionnel et permettre à notre ligne éditoriale, qui est complètement indépendante, de continuer et de vous informer, je vous donne rendez-vous sur Tipeee pour nous soutenir dans cette démarche. Merci et à bientôt. Vous êtes étudiant, enseignant, chercheur, expert dans nos domaines de prédilection. Vous souhaitez participer à notre prochaine émission sur openboxtv.fr. Vous pouvez vous inscrire ici et vous viendrez présenter le sujet qui vous tient à cœur et ensuite vous débattrez avec Alain Juillet et son invité. Nous vous attendons avec grand plaisir dans notre prochaine émission. Merci.